Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Cette deuxième saison, je le rappelle, est entièrement dédiée au leadership et au fil des épisodes, je vais recevoir des professionnels haïtiens au parcours vraiment très différenciés qui vont nous parler de leur expérience et aussi nous offrir des perspectives concrètes sur le leadership, sur le bien-être et sur la réussite aussi dans un monde qui est vraiment en constante évolution. Aujourd'hui, j'ai avec moi Frédéric Vaval et notre thème pour cet épisode, c'est comment arriver à tenir sous pression. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ajoutent sur leur CV, oh oui, je travaille bien sous pression, je gère bien le stress, etc. Mais en fait, dans la réalité, c'est nettement plus compliqué que ça. Et Frédéric Vaval, directeur exécutif de la AIC, avec un parcours qui est marqué par des responsabilités importantes assumées vraiment très tôt, va nous aider à un petit peu naviguer cette conversation. Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci Daphné et au plaisir d'être ici. Je disais justement que tu as eu à prendre de grandes responsabilités assez tôt dans ta vie. Mais avant d'arriver justement au professionnel d'aujourd'hui, je voudrais revenir à l'enfant et voir comment est-ce que Frédéric Vaval a grandi. Parle un petit peu de ton enfance. Très bien. Je suis né en Haïti, dans une fratrie de trois, dont je suis le cadet, avec une sœur aînée et un frère plus jeune. On a grandi dans un environnement qui était très ouvert, mais surtout très ouvert du point de vue d'expression, où l'opinion de tout le monde comptait toujours, bien sûr dans le respect, et où on s'écoutait. Tu vois, même le soir, pendant les dîners, les enfants avaient droit à une opinion, comme les adultes, et à tous les sujets. Donc, ça a été un environnement que j'ai grandi dans une famille où l'importance a toujours été mise sur le développement académique. Mes parents me disaient toujours, bon diplôme là, après ça, on va faire sauver. Mais parallèlement, on nous encourageait beaucoup à participer à d'autres activités en dehors du monde académique, que ce soit la natation, les échecs, le violon, l'athlétisme, pour avoir cette balance entre l'académie et cet épanouissement en dehors de ce secteur. Et tu penses qu'aujourd'hui, il y a justement des choses que tu as gardées de ce premier contact-là, de cet environnement-là, qui ont influencé ta façon de voir les choses aujourd'hui? Je pense que oui. Et pour tout ce qui a à voir avec ces activités extrascolaires, si je peux les appeler comme ça, pour nous, l'idée, c'était pas de tâtonner et d'essayer une ou deux séances et de dire « Ah, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas bon, je ne peux pas continuer ». On devait s'engager et s'investir. Si c'était pendant un semestre, un trimestre, chaque samedi, qu'il pleuve ou qu'il grêle, il faut y aller. Nous pas décider de ne pas aller. Donc, il fallait quand même essayer de donner tout de soi-même et ensuite réévaluer et savoir si on voulait essayer quelque chose d'autre ou continuer dans cette ligne. Donc, un environnement où la discipline était très importante, mais aussi qui donnait une importance spéciale à l'autonomie. Et là, tu devais donner un diplôme. Quel diplôme que tu as donné? Mais en fait, je suis parti juste après le tremblement de terre et, pour ne pas perdre l'année. À l'époque, il y avait ma soeur aînée qui était en France pour sa première année d'université. Donc, j'ai été la rejoindre, où j'ai terminé ma première, qui était Rito à l'époque. Ensuite, je suis retourné faire ma philo en Haïti. Et finalement, je suis parti et j'ai fait le choix du Canada pour mes études universitaires. J'ai étudié l'économie, la science politique. Et ensuite, je me spécialisais en gestion de risque, toujours au Canada, avant de faire mon expérience dans le secteur bancaire, financier, là-bas. Donc là, voilà, tu as commencé à travailler au Canada. Et parle un petit peu de ton parcours professionnel. Je pense que dès le début, ça a été très, très difficile pour trouver, comme tu peux l'imaginer, trouver du travail là-bas, dans un secteur qui t'intéresse, n'est pas forcément évident. Mais avec la détermination que j'ai eue dès le début, je dois te dire, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est l'intelligence artificielle pour préparer les CV, les lettres de couverture et autres. Donc, il m'a fallu envoyer près de 60 applications avant d'obtenir une interview. J'ai obtenu cette interview à la banque et d'emblée, j'ai obtenu la position. Et depuis lors, c'est un secteur qui m'a vraiment intéressé et que j'évolue depuis pratiquement plus de 10 ans. Donc là, aujourd'hui, tu occupes des responsabilités vraiment importantes et tu es encore relativement jeune. Donc, est-ce que tu as eu le sentiment qu'on attendait beaucoup de toi très tôt et rapidement? Je pense que le déclic s'est fait
cette réalisation que j'ai eue s'est faite à mon retour en Haïti. Je suis rentré en 2018, après justement mon expérience au Canada. Et je suis rentré en mars, j'ai commencé à travailler tout de suite. Je me suis marié en avril et ensuite en juillet, nous avons eu le fameux Pays Loc avec tout ce qui vient avec. Donc, je pense que c'est cette période qui m'a vraiment donné des responsabilités auxquelles je ne m'attendais pas, mais je n'avais pas le choix que de les assumer et d'avancer avec. Donc là, tu étais sur le terrain et puis il fallait continuer. Il fallait continuer. Mais justement, quand on est à un certain niveau de responsabilité, il y a aussi une certaine pression qui vient avec. Et ce n'est pas juste une pression occasionnelle, la pression est constante. Et comment toi, tu gères tout ça? On ne s'habitue jamais à la pression. On apprend à vivre avec, on apprend à canaliser, on apprend à savoir sur quel point se focaliser et quel point qui peut être ignoré, même si temporairement. Et pour moi, je pense que c'est très jeune. Et en retournant sur ce choix d'activité extrascolaire, moi, je me suis retrouvé très rapidement avec le football. Et j'ai joué au football dès un très jeune âge, à partir de 8 ou 9 ans. Et dès le début, j'ai été gardien de but. Donc, de là jusqu'à mes études universitaires, toujours dans les buts et avec mes différentes équipes. Et ça m'a permis d'avoir une perspective assez différente, et je pense, non seulement du jeu, mais que j'ai su profiter après dans ma carrière. Dans cette position, on est en recul, on observe le jeu, qui parfois peut ne pas être de notre côté, mais il faut rester concentré parce qu'à n'importe quel moment, je peux basculer et on peut se retrouver dans une situation difficile. Mais en même temps, c'est comme un échiquier. On apprécie le rôle de chacun de nos coéquipiers. On arrive à comprendre pourquoi il joue ce rôle. On arrive à comprendre les forces et les faiblesses de l'équipe. Mais aussi, c'est pour moi une position qui a été certaines fois presque ingrate. Parce qu'il se peut que tu fasses un match de 89 minutes exceptionnel. Mais si à la 90e minute, tu commets une erreur banale, il a oublié toutes sortes d'effets. Et match là, c'est eux-mêmes qui perdent. C'est comme les responsabilités ne sont pas toujours de ton côté. Il y a d'autres personnes impliquées, mais par contre, la responsabilité que toi, que tu as dans cette position, elle est énorme. Parce que le petit travail, on ne dit pas côté mal fait, et puis c'est là, tout s'écoule et ça fait beaucoup de pression. Ça fait des pressions, ça donne de la pression, mais pour moi, c'est de s'assurer d'avoir une équipe sur laquelle on peut compter à tous les moments, mais aussi avoir les expériences et passer différentes crises avec des leçons apprises. Parce que ce sont ces leçons apprises-là qui nous permettent dans le futur d'avancer plus rapidement, d'identifier les crises, d'identifier des outils que nous avons utilisés dans le passé déjà et prendre les bonnes décisions. Les décisions qu'on prend du point de vue professionnel ou même personnel sont rarement faites avec des informations complètes. Les informations sont souvent incomplètes. Ils vont rester incomplètes, mais il faut pouvoir prendre les décisions, les assumer et avancer. Mais tu as aussi eu une formation en gestion de risque. Est-ce que tu penses que ça a quelque peu augmenté ta préparation face à la vraie vie? Il y a définitivement une différence entre la théorie et la pratique. Et je pense qu'à mon retour ici en Haïti, j'ai vu cette fossé entre les deux. C'est une chose de lire et d'étudier sur comment on gérerait des risques, mais quand il y a des implications réelles, que ce soit pour la société, pour les collaborateurs, ce sont des vraies personnes qui vont être impactées, pour les clients. Je pense que c'est là qu'il y a un déclic qui se fait par rapport à what matters. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte, merci. Qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui ne compte pas tout de suite, tu vois. Donc, pour moi, c'est par rapport à ça. Et je pense qu'une expérience qui a été très marquante sur la gestion de risque et la prise de décision a été la période de Covid. Covid qui a été une période d'incertitude pour tout le monde entier, mais surtout en Haïti parce que ça a été une crise qui est venue se rajouter à d'autres crises qu'on avait déjà ici, que ce soit les pays LOC, les raretés de carburant, etc. Mais aussi, quand on parle de pression, il y a aussi un autre facteur qui est le stress. Est-ce que toi, tu as des techniques particulières pour gérer le stress? Le stress
est quelque chose qui est toujours présent. Donc, pour moi, il y a une expérience que j'ai vécue et que j'essaie toujours de me rappeler et qui m'influence beaucoup aujourd'hui. C'était à un jeune âge, mes frères et moi, nous sommes tous asthmatiques. Un soir à la maison, et ma sœur avait une crise d'asthme. Et bien sûr, le réflexe de tout le monde a été de chercher son inhalateur, sa pompe, pour lui apporter et pour qu'elle puisse passer la crise. Mais ma mère, qui est médecin, a pris l'inhalateur, l'a mis à côté d'elle, s'est assise à côté d'elle, et pendant 2 ou 3 minutes, lui a expliqué qu'elle doit contrôler sa respiration, respirer, ne pas paniquer, que l'inhalateur est là au cas où. Et ensuite, elle a eu à nous expliquer qu'il se peut qu'on soit dans une situation où l'inhalateur ne soit pas à portée de main. N'est-ce pas? Que ce soit chez des amis, à l'école, en voyage, en province, on allait beaucoup en province, ou même par rapport aux faiblesses du système de santé et d'urgence que nous avons ici en Haïti. Donc, ça nous a appris et très tôt qu'il y a des choses qu'on peut contrôler et qu'il faut se focaliser dessus et non pas sur l'environnement externe, mais il faut connaître l'environnement pour pouvoir anticiper ce qui peut mal se passer avec cet environnement. Bon, tu as parlé au départ du fait que très tôt, on t'a appris à avoir comme une certaine balance, à avoir des activités parascolaires d'une part, et puis toujours avoir alors que le focus aussi était d'autre part mis sur les résultats académiques. Donc ça a créé une certaine balance. Mais par contre, même quand on fait tous ces efforts-là, ça peut arriver qu'on sent qu'on a une certaine surcharge. Toi, tu t'es jamais retrouvé dans cette situation? Je ne peux pas dire qu'il y a eu une surcharge qui m'est mise dans une situation de paralysie. Et c'est ce que j'essaye toujours d'éviter. Avec le sport, bien sûr, pour essayer de canaliser le tout. Mais à la fin, on développe une certaine crédibilité interne par rapport à ses capacités et au fil du temps. Les autres aussi, je pense, nous donnent les responsabilités par rapport à cette crédibilité qu'ils observent. Donc, avoir cette cohésion entre ce que l'on dit, ce que l'on fait et les résultats qu'on obtient, c'est des choses ou des actions que les gens prennent en compte, qu'ils analysent pour prendre les décisions et les responsabilités qu'ils ont à donner et qui bâtit la confiance entre nous et nos relations personnelles. Mais là, tu évolues vraiment dans des environnements où les enjeux sont élevés. Donc, est-ce que toi, tu as un truc en particulier que tu fais? Qu'est-ce qui t'aide à garder un petit peu une certaine clarté mentale? Pour moi, je me base beaucoup sur la prise de décision basée sur des données. Tu sais, aujourd'hui, les données sont partout et on a tendance, avec les tablettes, avec les téléphones, on ne s'en rend même pas compte. Donc, essayer de prendre des décisions basées sur des données concrètes, qui n'est pas souvent facile, mais séparer l'émotion et les données. Donc, avoir une approche plus analytique, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je me repose beaucoup, qui n'est pas toujours facile, mais qui me permet de prendre des décisions et de gérer le stress par rapport aux décisions que je prends. Mais tu disais justement que très souvent, on peut bien vouloir prendre une décision vraiment basée sur les données, mais on n'a pas toujours toutes les informations. Donc maintenant, il peut même avoir comme un petit peu, beaucoup plus de pression en fonction du temps qu'on a pour prendre ces décisions-là. Est-ce que toi, tu as comme une petite place tout petit pour l'impulsion ou comment est-ce que ça se passe pour toi pour les prises de décision? Je pense que ce qui est important dans chaque moment de crise, ce sont les leçons apprises. Oui, la crise est importante, bien sûr, il faut survivre la crise, mais il faut pouvoir faire une rétrospection et comprendre qu'est-ce qui nous a permis de passer cette crise ou qu'est-ce qui nous a fait échouer en passant cette crise. Parce que c'est ce qui nous donne les outils nécessaires pour notre boîte à outils, pour que dans le futur, qu'on se retrouve dans une situation similaire à celle-là, à agir plus rapidement. Et pour moi, l'instinct n'est pas forcément quelque chose qui vient automatiquement, ou qui est inné, ou qui soit inné. C'est plus une compression de tout ce que nous avons appris dans le passé. Mais justement, il y a des fois où on a l'impression d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais par contre, au final, ça tourne mal. Est-ce que toi-même, c'est quoi ta première réaction? Bon, bien sûr, ça, souvent, quelquefois, ça va tourner mal. Je pense que l'erreur est humaine et qu'on n'a pas la capacité à prendre les bonnes décisions tout le temps. Mais l'idée, c'est de s'assurer d'assumer, de prendre ses responsabilités
surtout en tant que leader où nous avons des équipes, où nous avons des enjeux qui sont assez grands, et pouvoir avancer avec ces décisions. Mais justement, je reviens sur ça. Tu es très jeune et tu occupes un poste avec beaucoup de responsabilités. Très souvent, il y a des jeunes qui disent que bon, on ne leur donne pas des opportunités, que les gens en position de décision ont peur de leur confier certaines tâches. Mais de notre côté aussi, il y a d'autres jeunes qui ont peur de recevoir ces responsabilités. Ils se disent, est-ce que je suis assez qualifié? Est-ce que je ne vais pas me casser les dents? Donc, est-ce que toi-même, tu as un petit peu, à un certain moment de ta carrière, fait face à ce phénomène-là que très souvent on appelle le syndrome de l'imposteur? Je pense qu'il y a eu beaucoup de moments où il y a eu peut-être une remise en question, pardon, et par rapport à non seulement les responsabilités, mais les responsabilités sont rarement venues en même temps que le titre, tu vois, et les responsabilités sont venues souvent avant. Ce sont des moments où on a décidé, où on décide soi-même de prendre des responsabilités, et au fur et à mesure, avec l'aide, si on peut, d'un mentor, avec l'expérience des autres. Et je pense que c'est là qu'il faut pouvoir prendre avantage de l'expérience des autres, qui a une grande valeur aussi, parce que ça nous permet de rajouter des outils à notre boîte à outils sans forcément avoir passé l'expérience nous-mêmes. Donc, ça permet d'apprendre beaucoup plus rapidement et pouvoir avancer beaucoup plus rapidement aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir des responsabilités vraiment lourdes? Pour moi, les responsabilités lourdes, ils ont des conséquences, même des conséquences pas seulement personnelles, mais ils affectent aussi d'autres acteurs, que ce soit la société, les collaborateurs qui ont leur vie personnelle, qui ont leur famille. Donc, chaque décision impacte ou vont au-delà de chiffres sur un spreadsheet, comme on dit, et affecte des personnes réelles. Donc, mais là, donc, ça fait comme une certaine pression sur toi parce que tu te dis que avec peut-être une mauvaise décision que je prends en quelques secondes peut affecter des vies et, par exemple, peut affecter le travail de toute une vie de quelqu'un d'autre. Et toi-même, est-ce que ça ne te met pas une pression supplémentaire de tout simplement savoir ça? Oui, il y a une pression avec, mais pour moi, je pense que c'est d'avoir confiance dans les décisions qu'on prend, confiance dans l'équipe, parce que les décisions ne viennent pas d'une seule personne. C'est toute une équipe qui travaille dans l'environnement et qui permettent de prendre des décisions informées par rapport aux différents points, aux différentes décisions qu'il faut prendre à différents moments. Et on espère toujours, on a la confiance qu'on prend la bonne décision pour le bien-être de nos collaborateurs et de la société. Mais des fois, il y a d'une part les attentes qui viennent de l'extérieur, ce que les autres personnes, que ce soit les autres collaborateurs attendent de toi, mais il y a aussi ce que toi, tu attends de toi, qui te met aussi une pression supplémentaire. Effectivement, et je pense que c'est important aussi d'essayer de ne pas se fier trop à ce que les autres attendent de nous et établir des objectifs personnels. Garder la ligne, garder la discipline, on a parlé de discipline et d'ambition, et s'assurer que tout ce que l'on fait, on essaye de le faire le mieux de notre capacité pour pouvoir arriver à donner des résultats. Et là, tu as plus de 10 ans de carrière, donc qu'est-ce qui te permet de rester performant vraiment sur la durée? Pour moi, et depuis un jeune âge, avec, je pense, la discipline qu'on nous a presque imposée, c'est d'avoir une approche toujours structurée. Donc, j'essaie de structurer non seulement mes journées, qui ne sont pas forcément, pratiquement jamais les mêmes, mais de prendre le temps et de savoir qu'est-ce que je peux contrôler pour avancer. Est-ce qu'avec le recul, tu peux te dire que la pression t'a appris quelque chose sur toi-même? Je pense que le seuil qu'on se met en tête, de pression qu'on peut supporter, est beaucoup plus bas de ce qu'on pense. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, on ne se sent jamais prêt à prendre des responsabilités, mais il faut pouvoir se préparer, il faut pouvoir se projeter, et une fois dans ces positions de responsabilité, et assumer les responsabilités. Quelle erreur que tu penses que les gens font le plus souvent quand il s'agit de gérer la pression? Je pense que gérer la pression et les erreurs qu'on commet tous, c'est de confondre
vitesse et précipitation. Et parce que certaines décisions ont un impact moindre de ce que l'on peut penser. Et gérer cette pression, c'est quelque chose qui va s'améliorer dans le temps. Et ce n'est pas une finalité. Il y aura toujours différentes crises, il y aura toujours d'autres niveaux de pression. Et s'assurer de comprendre qu'il y a rarement des décisions qui sont existentielles permettent de prendre les décisions plus facilement et vivre avec cette pression. Là, tu parles qu'en fait, il y aura toujours des crises, il y a toujours des obstacles. Et toi, sur ton parcours, qu'est-ce qu'il y a comme obstacle particulier que tu as rencontré? Du point de vue professionnel, je pense que j'ai toujours eu la chance de travailler dans un environnement où les plus expérimentés, si je peux les appeler comme ça, ont toujours été très ouverts à la conversation, très ouverts aux nouvelles idées. Et jamais je n'ai senti, en tout cas moi-même, qu'ils se sentaient menacés par la jeunesse, comme on dit. Donc, dans un environnement comme ça, je pense que ça donne l'opportunité de collaborer et de communiquer beaucoup plus sainement et aussi de bâtir sa crédibilité beaucoup plus rapidement. On a beaucoup parlé de discipline, on a parlé aussi d'arriver à rester consistant. Donc, est-ce que pour toi, il y a vraiment allons dire, des valeurs qui sont indispensables pour réussir? Pour moi, c'est la curiosité et l'apprentissage continu, et pas forcément par rapport à son choix de carrière. Et c'est important de pouvoir être curieux sur d'autres domaines qui continuent d'évoluer, qui nous permettent d'avoir une différente perspective sur notre vie professionnelle, mais aussi notre vie personnelle, mais aussi la discipline de pouvoir s'engager et de pouvoir respecter notre mot. Je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de lacunes. Il y en avait en tout cas chez moi au début. Mais avec la discipline, ça nous permet de se fixer des objectifs et d'avancer très rapidement pour atteindre ces objectifs. Pour revenir à la prise de décision, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, en fait, à quel moment, en fait, peut-on se dire que je dois vraiment apprendre à lâcher prise, que cette partie-là, je dois mettre de côté parce que ça ne marche pas? C'est avec l'expérience, je pense, des différentes prises de décision, des différentes crises, qu'on comprend qu'est-ce qui mérite une attention particulière et qu'est-ce qui peut attendre. Il y a différents moments où on pense que c'est avec le chaos de l'externe qu'on se sent déboussolé, qu'on pense que toutes les décisions doivent être prises tout de suite, mais ce n'est pas vrai. Certaines décisions ont un impact plus important et il faut pouvoir les identifier. Et comment les identifier? C'est de prendre le temps, les analyser et avoir une approche très analytique à ça. Tu as une anecdote qui te vient en tête sur une fois où tu as eu à prendre une décision avec, comme on avait dit avant, des informations incomplètes? Je pense que c'est chaque jour qu'on prend des décisions et avec des informations incomplètes. Et il faut se reposer. En tout cas, moi, je me repose beaucoup sur mes équipes par rapport à les informations que je reçois et les informations que eux ils ont, parce qu'on a tendance à minimiser la communication, pas seulement du point de vue professionnel, mais c'est cette communication qui nous permet d'accumuler plus d'informations et prendre des décisions informées le plus que possible. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, je pense que c'est quelque chose qui nous arrive chaque jour et il faut pouvoir les identifier et s'assurer qu'on ne commet pas les mêmes erreurs du passé. Il y a vraiment tout plein de jeunes qui font des études et qui justement sont théoriquement prêts, mais qui hésitent encore. Est-ce que toi, tu as un conseil que tu donnerais à un jeune qui vraiment commence tout juste à se lancer et qui subit déjà la pression? Si j'ai un conseil à donner, pour moi, ce serait de ne pas confondre mouvement et progrès. Et je pense qu'on a tendance à vouloir tout faire, prendre des décisions à la va-vite, mais sans forcément garder un œil sur l'objectif. Donc, avoir la clarté d'esprit et s'assurer d'avoir cette discipline de rester, de ne pas se laisser distraire par les facteurs externes et aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, pour moi, c'est surtout de rester concentré et sur les objectifs et
de donner le meilleur de soi-même dans tout ce qu'on fait. Mais c'est là aussi qu'on peut revenir au fait qu'il faut toujours s'assurer de vraiment bien peser le pour et le contre pour prendre la décision, parce qu'il y a aussi des jeunes qui se laissent vraiment porter comme si par leurs impulsions, ils prennent des décisions à tort et à travers. Effectivement, il y a beaucoup de fois que j'entends beaucoup des jeunes qui me disent qu'ils ne se retrouvent pas, qu'ils essaient de se chercher. Mais pour moi, et c'est peut-être plus facile à dire maintenant, et je pense qu'on ne se cherche pas, on ne se trouve pas, mais on se construit en sachant où on veut aller, et en se donnant un plan, les 5-10 prochaines années, et décider avec détermination, voilà les différentes étapes et les différents objectifs que je me fixe pour arriver là. Maintenant, il se peut qu'en milieu de chemin, on décide que c'est plus la bonne ligne, qu'on aimerait changer, mais c'est important d'avoir cette discipline pour avancer vers un seul objectif. Et quand il est question d'accepter les responsabilités, de prendre les responsabilités, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce qu'il y a vraiment tellement de gens qui se disent, bon, je n'ai pas suffisamment d'expérience pour prendre cette position-là, je n'ai pas suffisamment, j'ai les études certes, mais, et puis là, le doute persiste et ils ne franchissent pas le pas. Je pense qu'à la fin, les responsabilités, on l'a dit, viennent d'un coup. On ne se sent jamais vraiment prêt, mais c'est important de se préparer pour. Le match ne se joue pas seulement le jour du match, mais c'est dans l'entraînement, c'est dans la préparation, dans l'échauffement, dans les matchs joués antérieurement pour que quand la situation se présente, on soit capable de la saisir, mais pas de la saisir de manière hésitante, mais avec une confiance en soi, avec une confiance dans ses capacités pour pouvoir délivrer sur les attentes qu'on a sur nous. On arrive à la fin de cet échange-là, mais je voudrais te demander, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter? Pour moi, travailler sous pression, c'est quelque chose qu'on apprend à vivre avec. Et c'est quelque chose... Nous tous, on le fait déjà. Et maintenant, les enjeux sont peut-être différents. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut éliminer complètement. L'incertitude est là, l'incertitude sera toujours là. Donc, c'est de savoir quel outil on se donne pour pouvoir affronter ces incertitudes, quel outil on se donne pour que quand la situation se présente, on puisse faire face de manière efficace à cette situation, et aussi avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour pouvoir nous épauler et nous aider à prendre les décisions difficiles une fois qu'elles seront devant nous. J'espère bien que cette conversation vous a encore une fois démontré que le leadership n'est pas figé, il n'y a pas comme une recette toute faite, et que derrière chaque leader, il y a des choix, il y a des doutes, il y a beaucoup de pression et aussi une manière de penser. Merci à vous d'avoir été avec nous et merci à toi, Frédéric, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Daphné. Et moi, c'était Daphné Valsin. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle conversation, toujours autour du leadership.